Touche. Alors, Alexandre, le collègue Félix Séguin travaille sur le dossier. Il travaillait déjà là-dessus hier soir. Mais on parle au Canada peut-être de ce qui serait le plus grand scandale policier de l'histoire. Là, la presse est convoquée à Toronto ce matin. Ah, c'est gros. C'est très, très gros. Et aux alentours de 10 heures ce matin, t'as raison, on aura une conférence de presse de la part des autorités qui nous en dira davantage sur un scandale qui éclabousse la police de Toronto. Voici ce qu'on sait ce matin. Il y a plusieurs policiers qui se sont fait passer les menottes dans le cadre d'une vaste enquête de trafic de drogue et de vol de voitures. Là, le chiffre exact varie, tout dépendant dans les médias, de 7 à 9. Et ça inclut donc, oui, ces policiers-là, mais des gens aussi autour. Et quand on additionne tout ce beau monde-là, on est rendu à une trentaine d'arrestations, selon ce que rapporte le Globe and Mail ce matin, citant une source fédérale. On démantèle un réseau... Oui. De vol de voitures, d'extorsion, de bandits. Ah non, mais Mario, c'est pire que ça. Trafic de drogue, vol de voitures. Mais aussi, ces gens-là sont soupçonnés d'avoir divulgué des adresses à des tueurs à gages. D'avoir divulgué aussi des adresses de policiers. Ben voyons. Alors, écoute, quand on vous dit que c'est gros, là, c'est gros. Il y aurait 7 à 9 policiers arrêtés. Directement Ce que j'ai vu, impliqués. c'est que le syndicat confirmait. Parce que tout est c'est quand même couvert jusqu'à maintenant, mais le syndicat confirme que certains de ses membres, sans donner de détails, confirme que certains de ses membres sont pris. Parce que là, le syndicat, évidemment, ça est toujours pris entre l'arbre et l'écorce. Est-ce que tu as l'obligation de défendre ou est-ce que tu défends des ripoux, là? Ce que l'Association des policiers de Toronto a dit, là, via communiqué, c'est que le syndicat était au courant de l'arrestation de plusieurs de ses membres et en tant qu'organisation syndicale professionnelle, nous veillerons à ce que nos membres bénéficient d'une procédure régulière et d'un soutien en matière de bien-être aux besoins. Nous n'avons aucun autre commentaire concernant cette enquête ou les membres impliqués. Alors, tu comprends qu'ils vont être poignés pour défendre des ripoux, là? Puis la Mais confiance c'est que, publique, mais c'est que des ripoux, dans l'histoire du Canada, il y en a eu plus qu'un. Là, mais généralement, c'est un individu. Non, c'est ça. Généralement, c'est un individu. C'est un individu seul. Mais là, qu'il y a un réseau à l'intérieur d'un corps de police, c'est à voir. Bon, annonce d'Ottawa sur les véhicules électriques. Donc, les règles du jeu vont à nouveau changer. Le premier ministre Mark Carney va être à Vaughan, en Ontario, ce matin pour visiter une usine de fabrication de pièces automobiles. Et c'est à ce moment-là qu'on va effectivement annoncer les nouvelles règles. D'abord, le retour des subventions pour l'achat de véhicules électriques. On se souviendra que le programme avait été suspendu l'année passée parce qu'on n'avait plus d'argent, on avait épuisé le budget. Qu'est-ce qui est sur la table? 5 000 $. Donc, on ramènerait la subvention de 5 000 $, mais on abaisserait la barre. Ce serait destiné aux véhicules électriques de 50 000 $ et moins. Avant, c'était un peu plus élevé, c'était presque 60 000 $. Je voyais tout à l'heure, tu regardais quelques modèles. Il n'y en a pas une tonne, là, des modèles. Là, parce que là, les véhicules neufs en bas de 50 000, c'est de plus en plus rare. Non, t'as raison. Quelques exemples vite faits comme ça. Ce sont des plus petits véhicules, que ce soit Fiat 500, Nissan Leaf, Chevrolet Equinox, dans les versions très de base, Hyundai Kona, Kia Niro. Donc, tu sais, des plus petits VUS. Cependant, on nous dit, même les chroniqueurs auto nous disent, les fabricants veulent arriver avec des modèles, peut-être avec moins d'équipement, de technologie, de gadgets. Il semble que le marché veut aller à offrir au public des véhicules moins chers. Donc, est-ce qu'il pourrait en arriver d'autres au Canada, surtout avec cet incitatif? Mais vous savez surtout qu'est-ce qui arrive bientôt? Les véhicules chinois électriques. Et Eux, quand on ils rentrent sous la barre. et que c'est bien taillé pour rentrer dans cette nouvelle catégorie-là. Je vous rappelle que l'entente avec la Chine, ça prévoit que la moitié des 49 000 véhicules électriques importés qui seraient vendus à moins de 35 000 $. Alors là, c'est parfait. Mais comme dans ça. l'autre moitié, il peut en avoir quand même un bon nombre sous la barre des 50 000. Oui, bien, totalement. Maintenant, il y a d'autres choses aussi qui risquent de bouger. Entre autres, et c'est ce qui circule en ce moment, l'obligation imposée aux constructeurs de vendre un pourcentage de véhicules électriques. Ça, ce serait remplacé par des normes qui viseraient l'ensemble des véhicules neufs. Alors, on modulerait aussi certaines directives de ce côté-là. Mais ça, c'est l'obligation que plusieurs disaient qu'elle est impossible à rencontrer. Là. Surtout que il y a quand même un certain nombre de fabricants qui ont ralenti le développement de modèles électriques. Donc, à voir. On reste à Ottawa. M. Carney qui
qui est pas trop hésitant à défaire ce que Justin Trudeau avait fait. Moi, j'aime beaucoup quand tu nous avais dit, l'image était forte, vous voulez savoir ce que Mark Carney va faire, c'est pas compliqué, il va tout défaire ce que Trudeau avait fait avant lui. Et le poste d'Amira El-Gawabi, cette controversée envoyée spéciale du Canada, chargée de la lutte contre l'islamophobie, c'est terminé. Le poste est aboli, son bureau va être fermé, comme le bureau aussi de l'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Ce poste-là est vacant depuis des mois. Ottawa va remplacer ces deux émissaires-là par un seul et unique conseil consultatif sur les droits, l'égalité et l'inclusion. Et sa mission va être de combattre le racisme, la haine, mais sous toutes ces formes-là. C'est pas uniquement, par exemple, dans le cas de Mme El-Gawabi contre l'islamophobie, elle avait fait toutes sortes de déclarations très maladroites. Sur le Québec, notamment. Le bloc avait été sur son cas. Ben oui, exactement. T'sais. Alors, le bon ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, Mark Miller, a présenté ça dans les dernières heures et il a dit que ce nouveau conseil consultatif-là va contribuer à bâtir un Canada plus inclusif et plus uni. Mais ce qui est beau, Alexandre, c'est que Mark Miller, hier, annonce ça comme si c'est ça. Il a regardé ça, là, c'est ça qu'il faut faire. Mais lui, il était avec Justin Trudeau. Puis quand il se faisait questionner là-dessus, il disait c'est très bon, c'est ce qu'il faut faire. Une représentante spéciale à l'islamophobie. Juste les fous qui changent pas d'idée, Mario, faut croire. Je sais bien, mais c'est quand même un peu gros. Là, Mark Carney arrive, il dit défais ça, là. Arrange-toi, trouve les phrases, trouve les mots, défais-moi ça. Puis là, il arrive, puis il nous ressort. Mais dans le communiqué, d'ailleurs, ça dit... écoute, c'est quelqu'un de communication qui a trouvé... C'est comme une évolution. Oui. Ils disent que ça, Mme El-Gawabi, c'était comme une étape. Puis là, on est rendu à l'étape d'après. On ratisse plus large. Oui. Là, on avance. Là, on est inclusif. On est rendu à l'autre étape. C'est pour ça qu'on... C'est logique. Ça fait du sens. Oui. Le troisième lien qui revient dans la campagne à la direction de la CAQ, en fait, qui est devenu un peu hier... l'espèce de flèche lancée par Bernard Drinville qui a jeté les gants. Là. Là, les attaques pleuvent. Là. Et l'espèce de bougie d'allumage de tout ça, c'était la déclaration du ministre des Transports, Jonathan Julien, là, sur les ondes de TVA Québec, qui disait, moi, tant qu'il n'y a pas de consensus, ou on peut pas aller au marché, on peut pas comme aller à la prochaine étape. Là, hier, dans le corridor de l'Assemblée nationale, c'était plus nuancé. Là. Il a vasouillé une espèce de phrase poétique que personne n'a compris. Là. Peut-être qu'il s'est fait parler d'un corridor, je sais pas. Mais là, on est en train d'avoir là, un clivage, là, deux camps. Là. Bernard Drinville, hier, qui a attaqué Christine Fréchette en disant, avec des mots peut-être un petit peu plus polis, mais elle ne prend pas des décisions, elle n'est pas capable de prendre une décision, que la CAQ, c'est le parti du troisième lien et que de fait de pas prendre de décision, c'était la pire des décisions. Christine Fréchette a dit, moi, j'ai besoin d'encore un petit peu de temps pour me prononcer comme tel, ça s'en vient. Et là, il y a François Legault aussi, là, sur le pied, là. Comme bon père de famille qui a essayé. Puis là, est-ce que c'était maladroit de sa part? Mais tu sais, dans les corridors, encore une fois, de l'Assemblée nationale, il s'en est passé des affaires dans les corridors, Mario, hier. François Legault a déclaré que tous les membres de la CAQ sont en faveur du troisième lien, mais ça, incluant pas les ça, deux là. Candidats. Ben non. Ça, il pas à dire ça. En faisant ça, il se mêle de la course. Parce qu'elle, elle se dit, Christine Fréchette dit, je prends quelques jours pour réfléchir. Puis c'est comme si lui prend position à sa place. Là. Mais on se comprend que je pense que Bernard Drinville prend quand même tout le monde par surprise. Et oubliez le troisième lien. Oubliez le troisième lien dans le sens que ce n'est qu'un dossier dans ce cas-ci. La vraie attaque, là, c'est l'indécision. Et ça, en politique, c'est une des pires attaques. Là. Tu dis, tu veux devenir premier ministre, t'es incapable de prendre des décisions. Et je dis pas que c'est le cas pour Mme Fréchette. Non, mais c'est une étiquette qui peut coller. C'est une étiquette qui fait mal. Oui. C'est-à-dire que bien des gens dans le public vont respecter que si tu prends 100 décisions, il y en a 8 qui vont me déplaire, mais ils vont dire, au moins, c'est un chef ou c'est une chef, prends des décisions. Mais d'avoir quelqu'un qui est indécis, c'est comme une caractéristique qui va pas avec le fait de devenir chef. Donc ça... il faut pas que Mme Fréchette laisse traîner ça, faut pas qu'elle laisse... Parce que moi, j'ai senti sa campagne... Pour la première fois hier, la campagne de Christine Fréchette était déstabilisée là, par l'attaque de Bernard Drinville. Mais il faut pas qu'ils fassent attention entre eux, ils vont finir quand même par travailler ensemble. Là. On dit toujours ça dans les courses au leadership, là, qu'on n'a jamais vu autant de... Mais là, hier, quelqu'un me ressortait... la campagne de Pierre-Carl Pelledo à la chefferie, là, comment lui avait été attaqué durement par d'autres, celle de Paul Saint-Pierre Plamondon, celle de Philippe Couillard.
on oublie d'une fois à l'autre que ça finit toujours par brasser un peu, puis ça se réconcilie à la fin. Des fois, pas complètement, mais ça se réconcilie à la fin. Victoire du Canadien hier, Justine. Pour terminer ça en beauté avant la pause à Winnipeg contre les Jets, et on sait que le Canadien va aller chercher les 2 points importants, surtout le filet qui était confié à Samuel Montembeault. Alors, on voulait lui donner de l'action avant cette longue pause, surtout que là, on va être quasiment un mois sans match, considérant qu'il n'avait pas... Il a vu de l'action, 37 lancés dans le match. Et il a été très, très bon, disons-le. Les Jets ont réussi à inscrire le premier but, mais il s'est repris de belle façon. 13 arrêts juste en première période pour donner une chance à son équipe de rester dans le match. Par la suite, on a vu Kapanen. Finalement, le Canadien a compté en fin de troisième, Kapanen. Fait que tu repartais après la première période, tu te disais, on s'est fait complètement dominer, mais... 1-1 au tableau. Et mine de rien, Kapanen, meilleur buteur chez les recrues, son 18e de la saison, visiblement prêt à aller représenter son pays dans quelques jours. Et ce qui arrive dans ce genre de match-là, c'est la dernière journée. La moitié de l'équipe est déjà en vacances. D'autres ont déjà leur valise sur le bord de la porte pour partir en Italie, évidemment. Alors, souvent, c'est vraiment l'importance de la profondeur. Et souvenez-vous cette saison à quel point la deuxième période, c'est la bête noire pour le Canadien en général. Hier, ça n'a vraiment pas été le cas. Le Canadien a été très, très bon en deuxième. Josh Anderson, 3 points. Gallagher, 3 points hier. Alors, les joueurs de soutien qui ont fait le travail, qui ont fait la différence. Un autre but pour Lane Hudson et vraiment une belle victoire d'équipe. Incroyable. Il faut qu'on se parle de hockey junior ou de hockey, en fait, aux États-Unis, c'est universitaire, là, parce que celui qui aurait peut-être été repêché premier est dans l'eau chaude. C'est une bombe dans le monde du hockey actuellement. Gavin McKenna, qui est le joueur qui devrait sortir au premier tour du prochain repêchage, s'il est éligible toujours, évidemment. Samedi dernier, il y avait un match extérieur organisé dans le hockey universitaire aux États-Unis. Tu sais à quel point l'engouement pour les sports universitaires, c'est pas la même chose qu'ici. C'est hallucinant. Il y avait 85 000 personnes. Il a marqué un but, 2 passes. Par la suite, en soirée, ils sont sortis dans un bar avec famille et amis. Je rappelle qu'il est mineur, alors il a déjà pas l'âge. Devait porter un bracelet indiquant son âge. On indique dans certains documents qu'il aurait retiré lui-même son bracelet. Là où l'histoire se complique, c'est pas nécessairement le bracelet, c'est que par la suite, dans la soirée, quelqu'un aurait insulté sa mère et là, les fils se sont touchés. Il l'a frappé et on dit même très violemment et sans même conscience ou sensibilité envers la personne qui était devant lui. C'est ce qui est mentionné dans le document de la police. Mais là, il y a une liste d'accusations, là, voie de fait, troubler l'ordre public. Il a cassé la mâchoire de l'autre personne qui visiblement a porté plainte et là ferait face à 20 ans de prison si le tout se confirme. C'est vraiment, vraiment une bombe. Écoute, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Il joue aux États-Unis présentement. C'est un joueur canadien, casier judiciaire. Il y a des universités pour qui c'est tolérance zéro. Seulement le fait de se retrouver dans un établissement qui vend de l'alcool. Alors, un dossier qui fait énormément jaser. Qui pourrait changer le prochain repêchage. En fait, qui risque de changer le prochain repêchage. Absolument, oui. Merci, chanteur masqué. C'est nos collègues du journal, qui confirment que ça revient pour une 6e saison. On ne sait pas si c'est Sébastien Benoît qui va reprendre ça. On ne sait pas non plus si les enquêteurs vont être de retour. On ne sait pas grand-chose. Mais on sait que ça revient. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis on sait qu'à chaque fois que c'est en ondes, c'est le numéro 1. Au Canada. Ah oui? Au Canada. C'est important de le mentionner aussi, surtout avec la crise qu'on connaît présentement, d'avoir des bonnes cotes d'écoute, on va s'en réjouir. Mm-hmm. Ben oui. Ouais. Et donc, c'est... et là, ça revient... Quelle saison, tu dis que... Ça va être la 6e saison. Non, mais on sait-tu quand exactement? D'après moi, ça pourrait peut-être être l'automne prochain, parce que là, on est dans la voie, puis après ça, c'est Révolution qui va commencer. Là, on est plus ça prendrait la relève à l'automne. D'après moi. Bon. Festivois qui a dévoilé sa programmation. C'est parce que là, si vous êtes écœurés des températures froides, là, on commence à penser à l'été tranquillement. Puis le Festivois est pas mal dans les premiers à dévoiler sa programmation. Le hip-hop est à l'honneur. On est beaucoup dans la nostalgie aussi. Papa Roach, Ice Cube. On a Tayo Cruz qui est là, Wyclef Jean. Wyclef Jean, j'espère qu'il va être un peu plus sympathique que Lauryn Hill puis qu'il va chanter un petit peu plus longtemps. Là. Lauryn Hill, on le sait, là, elle fait 2-3 chansons, à part 45 minutes, elle revient. Bref, j'espère que Wyclef va nous faire quelque chose de plus intéressant. Paul Piché, Zachary Richard, France d'Amour, Pierre Lapointe, c'est un festival qui ratisse large, soirée country, beaucoup de hip-hop, mais ça, c'est pas surprenant là, avec l'engouement aux États-Unis de ce style de musique-là. Bref, ce qui est intéressant aussi cette année, c'est que c'est du 25 juin au 5 juillet. Il n'y a pas de chevauchement avec le Festival d'été de Québec. Souvent, ils ont comme une couple de dates en même temps. Pas cette année. Je trouve que le Festivois puis le Festif de Baie-Saint-Paul, c'est pas mal les 2 festivals les plus chouettes durant l'été. Mais
Festival, c'est Trois-Rivières, c'est ça? Festival, c'est pas sûr que tout le monde le sait. Là. Toi, tu as vécu à Trois-Rivières, Non, tu sais mais tout. pourtant, le festival, c'est assez populaire. Oui, mais oui, c'est à Trois-Rivières. Il y a plusieurs scènes aussi. Oui, tu as la scène sur le bord du fleuve, mais tu as aussi le musée des Ursulines où là, tu as une espèce de... Tu sais, je pense à un Zachary Richard dans une place, dans une espèce de jardin cour extérieur. Il se passe de quoi en spectacle avec lui? Bref, je trouve que la programmation est vraiment variée puis qu'ils réussissent à se renouveler malgré tout ce qu'on sait. L'augmentation des prix, c'est plus difficile d'avoir des artistes internationaux. Je trouve que le festival pour Trois-Rivières, c'est impressionnant comment chaque année, ils réussissent à se démarquer. Toujours une soirée punk, une soirée country. Bref, ça rejoint tout le monde.